Hello, j'espère que vous allez bien. Là, nous partons à la rencontre de Myriam. Myriam est la fondatrice de la marque Shairi, première marque vegan pour les cheveux frisés. J'espère que cet échange va vous plaire. Allez, on part à sa rencontre. Hello Myriam. Hello Laura. Où est-ce qu'on est là? On a vu sur quoi? Alors on est chez moi, on a vu sur le square en bas de chez moi et j'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment une pièce, enfin mon salon c'est une pièce qui a une vue extraordinaire et ça me permet d'être zen, voilà, de maintenir une pression douce toute la journée, mais douce. Pression, mais douce. T'as une vue sublime quand même. Ouais, c'est assez cool. On est au centre de Paris et c'est vrai que pour moi c'est très pratique parce que je peux mener de front ma vie de maman et ma vie d'entrepreneuse. Et c'est vrai que le quartier joue beaucoup parce que voilà, ça me permet d'optimiser mon temps. Ok, on va peut-être aller se mettre au chaud et continuer cette Oui, interview. allez, on y va. Merci de nous inviter chez toi, Myriam. Alors, je suis hyper contente parce que je te connais depuis le démarrage de ton projet et j'avais vraiment envie que tu en parles aux abonnés de Only Walk. Est-ce que tu peux déjà te présenter, toi en tant qu'entrepreneur? Alors, moi, je suis Myriam, fondatrice, j'ai failli dire d'Only Walk, mais pas du tout, fondatrice de Shairi. Voilà, c'est une marque de haircare qui se dit, enfin, on est d'inspiration méditerranéenne et on a une vision de la Méditerranée très inclusive, c'est-à-dire que pour nous, la Méditerranée, c'est le brassage de ses populations, donc nord-sud et sud-sud. Donc, il y a... Voilà, on s'inspire beaucoup des rituels méditerranéens, des routines méditerranéennes, des ingrédients méditerranéens. Voilà, moi je pensais que ça manquait en France, parce qu'en France, quand on évoque la Méditerranée, c'est la Provence, parce que c'est quelque chose de tellement fort et qui s'exporte tellement à l'international. Voilà, c'est un peu comme la Tour Eiffel. Il y a la Tour Eiffel et la Provence, donc voilà, c'est assez facile en termes d'ADN de marque. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour faire une vraie cosmétique française multiculturelle. Oui. Et donc moi, mon souhait, ma vision, mon envie, c'était de créer vraiment la première marque de cosmétique très française, mais qui résolument est aussi autre chose, qui se nourrit de tous ces héritages, de toute l'histoire de France en fait. Et donc moi, étant d'origine marocaine, ça c'est naturellement, c'était la Méditerranée. Donc voilà, et le haircare parce que c'est bon, déjà c'est un besoin personnel qui toute ma vie, voilà, toute ma vie j'ai galéré pour trouver les bons produits de qualité. Français et un prix accessible. Donc, c'était vraiment un besoin personnel. Alors, ensuite, j'ai vérifié auprès de mon entourage et il y avait quelque chose d'assez évident, qu'il y avait un manque sur le marché. Et c'est aussi que le cheveu est le souci majeur en beauté de tous les afro-descendants en général. Et tu avais envie de répondre du coup à une partie de cette demande-là. Voilà, voilà, et donc voilà, j'avais envie de... Et donc, pour les afro-descendants, que ce soit afro-subsaharien ou justement Méditerranée du Sud, à chaque fois, les marques référentes en haircare, ce sont les marques américaines. Il n'y a pas de marque référente française, sauf des marques vraiment, mais très, disons, communautaires, qui sont plutôt d'origine, voilà, des Antilles, de la Réunion, etc., mais vraiment africaines, on va dire, qui sont résolument... qui ont un héritage africain. Créé par des Français, ou en tout cas... Ça n'existe pas. Non. Non, ça n'existe pas. Avant qu'on rentre trop dans le détail, parce que vous l'avez senti, en fait, Myriam est une passionnée, donc on va rentrer dans le cheveu. Moi, j'ai envie de parler de la femme, avant tout, de la maman. Et comme Only Walk, c'est aussi inspirer les gens qui ont envie de poursuivre leur passion, leur projet. J'ai envie que tu parles un peu aussi de ton parcours qui t'a mené à la marque Shairi. Alors, moi, je suis pas du tout je suis pas du tout une millennials ou génération Z, je suis pas du tout une jeune entrepreneuse, je suis une vieille entrepreneuse et je l'assume complètement. De toute façon, moi, ma théorie, c'est une boîte, il faut la créer soit très jeune, sans enfants,
soit plus tard, quand ils ont un peu grandi. Parce qu'il y a quand même un moment dans la vie, il ne faut pas le nier, où voilà, on est enceinte, on a des tout petits bébés, et l'entrepreneuriat, c'est un tel don de soi, que mener de front les deux... It's a challenge. It's more than a challenge, quoi. Et c'est un truc de superwoman. Je ne suis pas une superwoman, donc moi j'ai fait les trucs par étapes, voilà. Donc voilà, donc j'ai travaillé longtemps dans des fonctions marketing, sales. Dans des traits, pas du tout. Quoiqu'au printemps j'ai travaillé sur le lancement de l'espace beauté. À l'époque, c'était le plus grand espace du monde. Donc, je connaissais beaucoup les marques, etc. De la zone beauty, là. Oui, voilà, ouais, dans les années 2000. Voilà. Et après, pas du tout. J'ai fait beaucoup de B2C, de retail. Mais non, je ne venais pas de la cosmétique. Donc, voilà. Mais en revanche, j'avais cette idée d'une marque. Alors, j'ai beaucoup hésité entre la fashion et la cosmétique, pour être tout à fait honnête. Pourquoi ? Moi, je voulais une marque française fusion, on va dire, et clairement, voilà, française avec des inspirations, donc Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique du Sud, parce qu'on dit l'Afrique, mais en fait, c'est les Afriques. Il y a une multitude de cultures, d'influences, de manières de traiter ce thème-là. Donc, moi, je voulais une marque très française et autre chose. En l'occurrence, d'où je viens. Voilà, c'est un projet personnel. Et donc, j'ai hésité entre la mode et la beauté. La mode, parce que je connais bien. J'ai pas fait la mode parce que, de manière très pratique, je me disais que ça allait être compliqué en termes d'offres. De profondeur d'offres, de gestion des stocks, de sizing, enfin, je pensais que c'était pas, voilà, avec les moyens dont je disposais, que ça serait. Simple pour se lancer sur le marché. Ouais, je pense que c'était très compliqué. Bon, après peut-être que, enfin, je pense que il faut être monoproduit, voilà, se concentrer, je sais pas, sur une paire de chaussures ou sur un accessoire. Pour que ça marche aujourd'hui, hein. Pour que ça marche, voilà, parce que c'est tellement. Voilà, l'aspect logistique est tellement important et peut complètement couler une boîte, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai hésité entre les deux et j'ai vraiment regardé les deux et en fait pour moi dans la beauté il y avait ce besoin, c'était un besoin identifié sur le haircare et ça répondait vraiment à quelque chose qui n'était pas adressé sur le marché. Donc, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que du coup, tu as fait un entretien, enfin un questionnaire, pardon, pour confirmer en fait ta pensée, parce que toi, tu es cliente de ta marque, mais tu t'es dit, il faut que je confirme quand même. Voilà, j'ai fait plein d'interviews, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit des gens, des professionnels, mais aussi ma consommatrice finale. Donc oui, pendant 6 mois, j'ai rencontré beaucoup de monde. Voilà, et en fait c'était assez unanime, c'était assez évident. Il y avait alors il y avait 2 types de personnes, celles qui n'étaient pas concernées, elles comprenaient même pas de quoi je parlais. Voilà, en gros, cheveux raides, châtain, machin, ils comprenaient rien. Enfin, même pourquoi c'est un problème, ils comprenaient pas en fait le problème, le besoin produit, quoi. Donc ils comprenaient pas. Et en revanche, la consommatrice finale, bon, enfin, il y avait une évidence, quoi. Il y avait une espèce d'évidence. Mais toi qui viens pas de la cosmétique, tu dis 6 mois, tu questionnes les gens, et après, comment on se lance, comment les ingrédients, les packaging, alors, je viens pas de la cosmétique. En revanche, ma mère est pharmacienne, ma sœur est pharmacienne, ma tante est pharmacienne, mon autre tante est professeure de médecine spécialisée dans les huiles cosmétiques, donc au Maroc. Donc il y avait quand même. Alors, je dis, il n'y a pas de hasard, peut-être aussi, je suis rattrapée par mon histoire familiale, quoi, tu vois, donc tout ça fait qu'il y avait un terreau fertile, j'ai grandi un peu là-dedans. J'avais aussi cette idée, je l'ai eue il y a 10-15 ans, c'était pas sur le haircare, c'était une marque de beauté, et bon, il y a 10-15 ans, c'était compliqué de créer une marque de beauté. En tout cas, en lancement, il fallait tout de suite mettre beaucoup d'argent sur la table, tout de suite. Là, aujourd'hui, il faut aussi beaucoup d'argent, mais pour le lancement, on peut faire avec moins. Et aussi,
il y a un écosystème autour de l'entrepreneuriat qui n'existait pas du tout il y a 10 ans, quoi. Il n'y avait pas de financement public, il n'y avait rien, il n'y avait pas de dispositif d'accompagnement, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour créer une boîte en France, enfin, quand on le veut, il faut vraiment le vouloir et y mettre son énergie et travailler beaucoup pour, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des financements pour grandir. Pour grandir, scaler, en faire un vrai business. Mais en tout cas, pour se lancer, aujourd'hui, on peut le faire. Voilà. Ok, et donc tu as commencé seule. Donc j'ai commencé toute cette phase un peu d'investigation, de validation du concept, de l'idée. Oui, j'ai commencé seule. J'ai cherché des financements, donc j'ai fait un Family and Friends, plus des aides publiques. Et en parallèle, j'ai trouvé une associée, un co-founder. Et donc ça, c'est super. Enfin, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un très bon profil au bon moment, qui a rejoint le projet, qui a cru. Donc ouais, c'était vraiment super cool que ça se fasse. En fait, les projets se font aussi parce qu'il y a beaucoup de travail, mais ça s'est fait de manière assez fluide. Parce que c'était le bon moment, parce que c'était le bon projet, pour toi. Voilà, peut-être que j'ai mis la conviction, j'ai su convaincre à ce moment-là les gens de l'importance de faire ça à ce moment-là. Peut-être parce que j'y croyais. Hier, j'écoutais un interview de Brel où il disait il faut toujours garder une certaine naïveté et faire naïvement les choses. Ça ne veut pas dire être naïf. Mais c'est faire les choses naïvement, parce que vous le faites naïvement, et donc, en fait, il faut le faire avec le cœur, quoi. Et en fait, c'est comme ça que qu'on arrive à rallier les gens autour de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on pense que tout le monde nous attend et que voilà, mais quand on est, une autre manière de le dire, c'est quand on a un why très très profond. Ouais. On arrive à convaincre les gens qui comprennent la question et qui comprennent pourquoi c'est important et qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas seulement une marque, juste une nouvelle marque de cosmétiques, mais c'est autre chose et que l'industrie cosmétique française a besoin de marques comme ça. Et justement, tu dis c'est autre chose. Quelle est la mission de Shaeri aujourd'hui ? Quelle est ta mission en fait ? Alors moi, ma mission, c'est... alors, il y a la mission de Shaeri et il y a ma mission. C'est deux choses. Moi, je ne suis pas chef. Alors, pour moi, la mission de Shaeri, c'est de revaloriser une beauté, une culture. Donc voilà, la beauté française, ce qu'on appelait la beauté française, ça a été une beauté qui a été conçue, et c'est normal historiquement, par des gens, des caucasiens qui sont là depuis des centaines d'années et qui ont créé une industrie qui répondait à leurs besoins, à leurs critères. Ce qui est normal. Ce qui était normal et ce qui est normal. Après, il y a eu des migrations, des évolutions. Ouais. Il y a eu... tout le post-colonialisme, tout cet héritage qui fait partie de l'histoire de France. Il y a des gens qui sont là. Il y a aussi des marchés extérieurs avec des vraies classes moyennes qui ont des besoins, etc. Donc aujourd'hui, je pense que, en tout cas, j'en suis convaincue, qu'il y a la place pour des marques françaises qui, dans leur ADN, sont multiculturelles. Et donc, dans son ADN, ça veut dire même au moment où on conçoit la marque, on conçoit les produits, la manière de les présenter, de les envisager, c'est multiculturel. C'est à la fois très français, à la fois autre chose. Ça se nourrit d'autres influences, d'influences de gens qui sont venus récemment en France avec leur bagage, avec leur histoire, avec leur richesse, leur routine, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, Shaeri ? Alors, Shaeri, ça veut dire plusieurs choses. Alors, en arabe, ça veut dire mes cheveux. En hébreu aussi. Ça veut aussi dire poème, mon poème, en arabe, en hindi et en perse. Donc voilà, et comme les cheveux frisés, c'est un vrai poème au quotidien, on trouvait ça drôle. Voilà, donc c'est ma poésie et mes cheveux suivant les envies. Voilà, suivant les envies.
Et tu as développé 3 routines, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, il y a une première routine qui se fait en 4 étapes à l'huile de figue de Barbarie. Alors, l'huile de figue de Barbarie, la figue la figue de Barbarie, c'est un cactus qui pousse dans les zones semi-désertiques, oui. Donc qui est très riche en vitamine E, 150 fois plus que l'huile d'argan, qui a un très bon antiride, un très bon régénérant et qui est aujourd'hui méconnu en Europe. Donc nous aussi, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer cette filière-là, qui est encore assez balbutiement. C'est pas simple parce que justement, c'est encore très artisanal, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, parce que la figue de Barbarie a aussi des bénéfices nutritionnels et donc on peut en manger, en faire des jus, en faire des steaks, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans la région méditerranéenne, que ce soit Italie, Sicile, Grèce ou toute l'Afrique du Nord, Israël, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cet ingrédient, qui est un ingrédient phare parce que aussi il y a un réchauffement climatique aujourd'hui. Enfin voilà, je vous apprends rien. Et donc c'est un cactus, donc ça a besoin de très peu d'eau. Et donc voilà, et ça permet aussi en fait, ça peut créer tout un écosystème vertueux parce que ça permet comme ça peut être utilisé comme aliment. Les animaux dans les élevages peuvent le manger, donc ça permet aussi aux populations qui sont le cas de continuer à avoir du bétail, de le manger. Enfin, ça peut créer... C'est vraiment une économie, un vrai écosystème circulaire, quoi. Voilà, un écosystème circulaire localement dans les pays où il y a où la question de désertification est importante. Donc voilà. Donc nous, à l'échelle, avec nos moyens, on travaille sur le développement de la notoriété parce que personne ne le sait. Excuse-moi de te couper. Il y a d'autres marques il y a des coalitions de marques en Europe qui travaillent autour. Très peu. Il y a une personne qui avait travaillé là-dessus, enfin qui a une gamme là-dessus. C'est qui? C'est Bérine, non? Elle travaille pas dessus? C'est province, voilà. Et il y a en revanche en Italie, il y a des marques qui se sont développées autour de ça. Qui vraiment avec des très gros moyens financiers et il me semble qu'en ce moment en France il y a des projets autour de la figue de Barbarie qui sont en cours, et après en Israël il y a beaucoup de gens, en Israël et en Égypte il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ce cactus, voilà, que ce soit dans l'industrie cosmétique ou pour l'industrie cosmétique ou pour l'industrie alimentaire, voilà. Donc nous vraiment on y croit. Et donc comment ça se passe? Vous avez pas un atelier, mais on travaille avec une coopérative sur place, ok. Voilà, on se source au Maroc. Elle est bio, elle a une certification bio, écossaire. Donc voilà, la question du sourcing a été très importante, longue, compliquée. Mais... Pourquoi compliqué? Parce que c'est encore, on en est au balbutiement et c'est encore des coopératives qui sont toutes petites, qu'il faut accompagner, qu'il faut mettre aux normes européennes. Donc alors autant l'argan c'est beaucoup développé, autant la figue de Barbarie c'est encore le début. Il y a aussi une histoire il y a eu l'année dernière une maladie autour un champignon qui a attaqué ce cactus là. Donc il y a eu toute une série d'éléments aussi conjoncturels. Qui ont fait que ça nous a pris beaucoup de temps dans le développement. Voilà. Et donc, je reviens sur les routines. Tu disais 3 routines. Donc, une routine avec 4 étapes, huile, shampoing, masque et un soin quotidien. Ouais. Donc, ça se fait en 4 étapes. Donc, à la figue de Barbarie, une routine à l'aloe vera. Donc, on reste dans les plantes grasses, mais là, avec un ingrédient où ça nous assure, où le sourcing de l'ingrédient est beaucoup plus simple parce que la filière est très établie. Donc pour nous, jeunes marques, on s'est dit pour limiter notre risque aussi, on s'est dit ça serait bien d'avoir aussi un autre ingrédient. Donc voilà, et là c'est une routine qui se fait en 2 étapes, donc avec un scrub capillaire
et un soin lavant, qui est un co-wash. En fait, c'est les nouvelles manières de se laver les cheveux. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas? On se lave les cheveux sans agent détergent. Donc, c'est l'action combinée de l'aloe vera et des huiles essentielles qui lave, voilà, qui détoxifie le cheveu plutôt que le laver. Et donc, ça agresse moins le cheveu, ce qui est très important pour le cheveu frisé, bouclé ou frisé, qui est en fait un cheveu qui est structurellement sec. Oui. Et donc, laver constamment et voilà, et les détergents peuvent être très agressifs, et le dessécher encore plus. Donc voilà, nous, l'aloe vera, au contraire, va l'hydrater. Et il y a aussi dedans un peu de beurre de karité et d'huile d'avocat qui font que ça va le nourrir. Et donc, c'est vraiment... c'est un super produit qui a eu un prix, d'ailleurs. Ah bon? Ouais, le prix de Cosmetic Mag. Ouais, génial. Il a eu l'Oscar de la cosmétique en 2019. Voilà, en juin 2019. Bravo. Ouais, c'est cool. On est contente. Et donc, troisième routine? Troisième routine, alors ça a été vraiment de la co-création avec nos clientes. Elles nous disaient, il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites pour les enfants? Il n'y a rien pour les enfants, il n'y a rien pour les enfants. Donc on a fait une petite routine pour les petites curlies, parce que c'est un moment c'est un peu la séance torture pour les petites filles, de se laver les cheveux. Alors les petites filles en général, les frisées en particulier, démêler les cheveux. Donc on a créé une petite gamme, voilà, toute super clean pour les enfants. Donc du coup, sans huile essentielle, sans allergènes, toute clean pour les enfants. Et du coup, il y a aussi les femmes enceintes qui l'utilisent. Okay. Parce qu'on a des huiles essentielles dans nos autres produits, et donc c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Voilà. C'est génial. Voilà. Qu'est-ce que alors tu es maman, entrepreneur, engagée du coup auprès de cette coopérative. Enfin moi je suis hyper admirative de ton parcours et de ce projet. Tu disais justement, je suis pas toute jeune entrepreneur. C'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle d'entrepreneuriat, de start-up et compagnie, alors que y a des projets comme les tiens qui sont juste dingues. Qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais en face de toi une autre maman qui se trotterait dans la tête et se disait tiens moi aussi j'ai envie de me lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Une autre je ne sais pas si le fait d'être mère, ça change quelque chose ou pas. Sincèrement, excuse-moi de te couper, mais sincèrement, j'ai l'impression quand même. Il y a une question d'organisation. J'ai interviewé d'autres mamans. Alors, ce qu'il y a, c'est que notre temps est compté. Voilà. Être maman, ça ralentit, mais ça ralentit, c'est vrai, parce que moi, je ne peux pas travailler... jusqu'à 11h tous les soirs, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est terrible de dire ça, mais oui, les enfants, ça peut ralentir, mais de toute façon, ça ralentit même une carrière dans le corporate, etc. Voilà, il y a des jours où ma fille est malade, je dois m'occuper d'elle, ou je dois l'emmener chez le médecin, ou je sais pas quoi. L'école est fermée avec les grèves, voilà, tu vois. La cantine est fermée, hop, dernière minute, faut y aller. En revanche, au day-to-day, voilà, je dois être réveillée à 7h du matin, quoi qu'il arrive, parce qu'elle a école. À 8h30, on les dépose. Et moi, à 8h35, je suis opérationnelle, quoi. Donc voilà, et de 8h35 jusqu'à, disons, 18h30, mon temps est compté. J'ai pas de temps à perdre. Donc... chiller pour boire des cafés et parler de la pluie et du beau temps, j'ai pas le temps en fait. Faire des déj qui servent à rien. Non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai que la vie sociale on prend un coup parce que je fais plus de déjeuner. Je fais des déjeuners quand c'est nécessaire, quand c'est du networking et que voilà, c'est un échange pour ma boîte, pour le business. Mais en revanche, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps, donc j'ai pas le temps de faire des pauses, j'ai pas le temps... ma vie est... millimétrée. C'est assez millimétré, c'est assez militaire, entre guillemets, et à chaque fois, je suis... concentrée sur ce que je fais. Quand je travaille, je suis hyper concentrée, et quand je travaille... Enfin voilà, j'ai deux boulots, quoi. Celui d'entrepreneuse, celui de maman. Quand je suis mère, j'essaie, alors ça c'est plus dur, j'essaie de ne pas me polluer la tête avec ma boîte et de me concentrer sur mes enfants. Et quand je suis avec
enfin en train de travailler sur ma boîte, j'essaie de pas penser à ce que j'ai à faire pour mes enfants. Voilà, ça c'est plus facile, bizarrement. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà, ça demande d'être super organisé et aussi, voilà, de temps en temps, d'être aussi. Alors, je vais dire un truc en complète contradiction avec ce que je viens de dire, parce que voilà, il y a des jours où je travaille dans des endroits complètement absurdes, quoi. Pourquoi? Mon téléphone, je sais pas, je suis en salle d'attente chez le pédiatre et je travaille en même temps. Voilà, c'est la vie de maman entrepreneur. oui, voilà, c'est la vie de maman entrepreneur ou oui, ou de toute maman même qui travaille, je pense, pour le coup. Donc voilà. Donc oui, il y a ce côté hyper organisé, j'ai pas de temps à perdre et en même temps, je pense qu'il y a ce côté motivation parce que je pense que quand on est mère, on se rend compte aussi de l'importance que c'est de travailler, de ne pas être que mère. Voilà. C'est hyper, c'est vital. L'équilibre. De travailler, de me nourrir l'esprit, de produire, de faire autre chose qu'être juste maman, même si j'adore être mère, c'est pas la question. Mais on s'en rend vachement compte, je trouve, quand on est mère, et que la question s'est posée de est-ce que je continue à travailler ou pas. Et pour moi, c'est évident. C'est évident que je peux pas être juste mère. C'est pas possible, quoi. Donc voilà. Après, il y a aucun jugement. Il y a des femmes qui font l'autre choix et qui se consacrent à leurs enfants. Et peut-être qu'au final, elles ont raison. Je sais pas. Mais c'est ton choix. Voilà, c'est mon choix. Et même, c'est ma nécessité, quoi. C'est mon évidence à moi. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, parce que la chaîne s'appelle Only Woke. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que d'être woke? Woke, alors littéralement, c'est l'éveil, être éveillé. Ouais. En 2020, ça veut dire quoi d'être woke, d'être éveillé? Alors, je vais dire quelque chose que j'ai dit à mon fils qui rentre dans l'adolescence. Je lui ai dit, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a en fait, il y a deux manières d'envisager la vie. Il y a soit on est passif et on ingurgite toutes les informations qu'on a via les réseaux sociaux, via Internet, via tout ça, sans essayer de comprendre, juste on regarde. Soit on se dit, moi je vais pas être je vais pas être consommateur, je vais pas être celui qui reçoit, je vais être celui qui est derrière, qui va essayer de comprendre et qui va créer. Je lui dis, ok, tu joues à ton jeu vidéo, mais essaie de te dire, en fait, moi je veux être de l'autre côté, c'est moi qui vais concevoir le jeu vidéo et je vais comprendre comment ça marche. Donc voilà, pour moi, Only Woke, c'est ça, c'est celui qui a la lumière, enfin qui comprend, qui est pas juste consommateur, celui qui comprend ce qu'il y a derrière tous les messages qu'on reçoit, en fait. Et voilà, Only Woke, pour moi, enfin, si je comprends, je l'interprète comme ça. Ça me va, je te remercie infiniment, merci Myriam. Et surtout, n'oubliez pas, on a plusieurs superbes vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Au revoir.